Bonjour à vous tous, chers membres et amis de la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal. Merci d'être là. Et avant de commencer, en fait, c'est aussi la dernière conférence de la saison. Après ça, la saison reprend en octobre. J'aimerais remercier Huguette Hubert, ici présente, la Madame Masquet, là, de la Société d'histoire, pour la programmation année après année des programmes de conférences ici à la Maison de la Culture. Ensuite, aussi, un grand merci à Gabrielle Gervais-Labelle de la bibliothèque et ici à la Maison de la Culture pour la salle ici qui nous permettre de vous recevoir en plus grand nombre. Je m'appelle Nathalie Candulet. Je suis la directrice du Centre de documentation et d'archives. Plusieurs de vous me connaissent déjà. J'aimerais juste savoir, en levant la main, qui sont membres, qui est membre de la société. Donc, au moins la moitié des gens ici présents. Alors, bienvenue aux autres qui sont peut-être ici pour la première fois ou qui ont assisté déjà à d'autres conférences. Il y a une petite table à côté. À la fin de la conférence, ceux et celles qui veulent s'inscrire pour devenir membres, on a des petits formulaires et on a aussi un super bulletin qui avait été produit en 2022 sur le théâtre sur le plateau. Alors, je crois qu'après, dont M. Kantorowski est auteur de plusieurs articles là-dedans avec Huguette et aussi d'autres personnes. Alors, comme complément d'information, peut-être en quittant, vous pourriez vous procurer un bulletin au prix de 5 $. Et aussi, on a le petit nouveau qui vient de sortir, le tout frais, encore tout chaud, sur l'avenue du Mont-Royal. Et je ne sais pas si vous savez, là, aujourd'hui, c'est la Journée mondiale du théâtre. C'est une journée qui a été créée par l'Institut international de théâtre en 1961. Alors, quelle journée plus appropriée, on pourrait dire, pour une conférence sur le sujet avec Frédéric. Frédéric est formé à l'option théâtre du collège Lionel Groulx, puis en philosophie à l'UQAM et l'Université de Montréal. M. Kantorowski enseigne en philosophie au Cégep du Vieux-Montréal et à l'Université de Montréal. Ses intérêts le ramènent régulièrement vers le théâtre. Il a ainsi enseigné en esthétique, en sémiologie et en dramaturgie à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM et à l'École nationale de théâtre. Il est également auteur du livre En scène 1865 à 1979, un album de photographie d'archives sur les arts de la scène au Québec, ainsi que collaborateur à l'exposition Place au cirque du musée Pointe-à-Caliane. Il a rempli plusieurs fonctions syndicales et est actuellement membre du conseil d'université de l'Université de Montréal. Donc, accueillons chaleureusement M. Frédéric Kantorowski. Merci, bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir d'être là pour cette journée, par ailleurs, internationale du théâtre. Merci de partager votre intérêt, votre passion, j'imagine, pour l'histoire, bien sûr, et pour le théâtre dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous demander d'être tolérant, patient. Je dois un petit peu me familiariser avec donc, le fonctionnement. Je suis professeur, donc j'ai l'habitude d'enseigner en classe, de me promener beaucoup. Mais là, je vais rester près de mon appareil pour que vous puissiez jouer et bien voir toutes les images que j'ai sélectionnées. Donc, je vais vous expliquer, je vais déposer le micro, je vais m'installer. Et oui, habituellement, je n'utilise pas de micro quand j'enseigne, donc ça va être une autre nouveauté pour moi. Voilà, donc vous me direz si... Est-ce que le son est bon comme ça? Ça semble bon, c'est parfait. Donc, oui, alors le titre initial de la rencontre d'aujourd'hui, c'est 100 ans de théâtre sur le plateau. Je vais un petit peu tricher, en fait, si vous me le permettez, puisque je vais plutôt, et c'est ce que vous voyez à l'écran, je vais plutôt parler du théâtre sur le plateau il y a 100 ans. On pourra dire un certain nombre de choses sur ce siècle. En fait, c'est plus d'un siècle sur le plateau, l'histoire du théâtre sur le plateau, le dynamisme que vous connaissez certainement. Mais je vais vraiment me concentrer sur les tout débuts.
Vous allez voir, ça va nous amener autour de 1907 et plus particulièrement 1912. Donc, je vais beaucoup parler du Chanteclair, que certains connaissent peut-être, qui est l'ancêtre du Stellan, le Stellan qui est l'ancêtre du Rideau Vert. Donc, je cherchais une couleur de fond pour la présentation, puis je me suis dit finalement, prenons le vert, puisque tout ça nous conduit un petit peu au Rideau Vert. Donc, je ne parlerai pas beaucoup en détail, mais qui va être un petit peu notre direction. Voilà, donc vous allez le comprendre assez vite. Ce que je vais vous présenter, c'est beaucoup le reflet des questionnements que j'avais moi-même sur les débuts donc, du théâtre il y a 100 ans. Mais je commence par quand même, puisque je viens de le dire, ce dynamisme du théâtre sur le plateau, il est manifeste. Je suis allé chercher quelques-unes des photos des principaux théâtres que vous connaissez, donc celui qu'on vient de voir. Vous le reconnaissez, c'est le Rideau Vert que j'évoquais tout à l'heure. Bien sûr, il y en a plusieurs autres théâtres d'aujourd'hui. Donc, les deux ont été rénovés, pratiquement refaits dans certains cas en 1991. Et on devine donc qu'ils ont beaucoup changé depuis les tout débuts. L'Espace Go, ici, bien sûr, je ne sais pas si vous reconnaissez parce que ça a tellement changé, bien sûr. Hein, c'est donc, voilà. J'espère que ça ne sera pas comme ça, mais j'ai un blanc assez surprenant pour moi. Merci, le Katsu, voilà. J'ai que le mot synagogue à l'esprit, puisque c'est une ancienne synagogue qui a complètement été transformée, comme vous le savez, plusieurs d'entre vous. Et finalement, la licorne, qui est un peu le dernier né en termes, entre autres, de rénovation. Donc, on voit que ces bâtiments sont très modernes. On voit l'espace, les matériaux, la lumière qui pénètre dans ces édifices-là. Vous savez peut-être ou vous le devinez que, évidemment, tout ça a bien évolué et que les bâtiments qu'on retrouvait au début du siècle étaient assez différents. On en aura quelques exemples dans ce qui suit. Alors, je vais commencer par euh, le tout début du siècle, parce que pour parler un petit peu du théâtre sur le plateau, il est peut-être bon d'abord de se situer au début du siècle et de voir comment est-ce que la scène professionnelle francophone a commencé, comment est-ce que tout ça a démarré à Montréal. Ce sont des débuts difficiles, mais absolument passionnants. Donc, je vais aller très, très vite, simplement pour vous donner un petit peu un aperçu de l'environnement avant que le théâtre commence véritablement sur le plateau. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une carte, donc bien sûr, de Montréal, sur laquelle vous avez donc chacune des marques rouges. Ça représente un théâtre qui a existé à un moment ou l'autre à Montréal jusque dans les années 30. Donc, c'est une carte qui répertorie les théâtres, vous le voyez, de 1825 à 1930. Alors, on peut remarquer tout de suite que très clairement, l'ensemble de tous ces théâtres se situe sur l'axe principal qui est celui de Sainte-Catherine. Et c'est là qu'on va retrouver à l'ouest, bien sûr, surtout des théâtres anglophones. Et puis vers l'est, on va retrouver, bien sûr, quelques théâtres francophones. Alors, je voulais vous montrer cette image-là parce que c'est un peu le point de départ de mon propre questionnement à moi. On voit en haut hein, une petite tache rouge, le numéro 34. Et c'est bien sûr ce qui va devenir plus tard le Rideau Vert. Et on constate qu'on a affaire à un théâtre donc, qui est d'une certaine manière excentré tout à fait, qui n'est pas là où on construit pendant des années au départ les théâtres. Et c'est un peu le contexte que je veux explorer, que je voulais comprendre au point de départ de ce que je vais vous présenter dans ce qui suit. Comment expliquer et comment ça s'est fait exactement? À quoi ressemblait sur le plan culturel, sur le plan du spectacle, le plateau au moment où le Chanteclair, puisque c'est son nom, va venir s'installer sur la rue Saint-Denis, encore une fois, là où on trouve le Rideau Vert. Donc, le théâtre francophone, j'ai un écran touchscreen, comme on dit à la maison. Vous allez me voir souvent faire l'erreur d'appuyer sur l'écran. Le théâtre francophone commence, quand on veut se trouver une date, commence véritablement avec le théâtre des variétés. Donc, c'est un théâtre qui n'a rien à voir avec le théâtre des variétés qui va exister plus tard sur la rue Papineau. On n'en parlera pas tellement aujourd'hui, je le mentionnerai plus loin si on se range que là.
On est en 1898. Et quand on dit que c'est les débuts du théâtre francophone, ce que l'on veut dire, c'est en fait que c'est à partir de cette date-là que véritablement on a la tentative, plus ou moins réussie au point de départ, de constituer un théâtre permanent dans lequel on va jouer des auteurs francophones, joués par des francophones, avec, on le souhaite à l'époque, le plus de pérennité possible. Donc, si vous regardez les dates, c'est un peu petit, mais 1898-1901, l'aventure est de courte durée, mais elle constitue un premier jalon. Et puis, tout de suite après, en 1900, alors je n'ai pas mis de date de fin parce que, dans le fond, le théâtre existe, mais sous d'autres formes aujourd'hui. On va avoir ce qu'on connaît, nous, souvent sous le nom de national. On va beaucoup l'associer de nos jours au théâtre burlesque, puisque ça a été un des hauts lieux, des noms que vous connaissez, qui sont associés au burlesque. La Poule, bien sûr, qui va en être la directrice, et puis des noms, Guimond et toutes sortes de gens. En 1900, ce théâtre-là est d'une nature tout à fait différente. C'est le premier théâtre qui est construit avec comme projet, encore une fois, de créer un théâtre national français pour les francophones et où on va jouer des auteurs francophones. Donc, ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'y ait pas eu de spectacle, il y en a eu. Il y a eu un peu de théâtre francophone, bien sûr, mais jamais dans un lieu qui est entièrement dédié, pensé à cette fin. Donc, l'histoire du National, c'est une longue histoire qu'on ne fera pas aujourd'hui, qui est une histoire passionnante. On va rencontrer un petit peu plus tard dans la présentation aujourd'hui un personnage qui est à l'origine, un des personnages qui est à l'origine de ce théâtre-là, qui est Julien Daoust, quelqu'un qui va compter beaucoup dans cette période du théâtre. Donc, Julien Daoust est un des fondateurs. Il a quitté très tôt le Théâtre national pour céder la place à un promoteur qui s'appelle Géo Gauvreau, qui lui aussi est quelqu'un qui va jouer un rôle et qui reviendra plus tard aujourd'hui. Sinon, et là je vais beaucoup plus vite sans m'arrêter à l'histoire des autres théâtres, mais vous voyez qu'il y a quand même plusieurs théâtres qui apparaissent à ce moment-là, Théâtre de la Renaissance, Palais Royal, Théâtre des Nouveautés, Théâtre Belleville, Théâtre de la Gaîté française, Théâtre des Nouveautés, Théâtre Bijoux, Théâtre Arcade, que vous connaissez, dont on a un souvenir encore aujourd'hui parce que ça a servi de studio de télévision par la suite, le Canadien français, le Family, qui malgré son nom, alors le Family, si on retournait ici, le Family, c'est un théâtre qui se trouve complètement à l'ouest et qui sert donc les populations francophones de l'ouest de Montréal, puisqu'il y a des quartiers francophones de ce côté-là aussi. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette période. Donc on va dire pour nous jusque 1915, la dernière date qu'on a ici, c'est 1912. Il va y avoir quelques autres théâtres. On a vraiment ce qu'on peut appeler une période d'âge d'or, une période très dynamique. On voit que les théâtres ont la difficulté, on voit qu'ils naissent, certains ferment au bout de 2 ans, 3 ans, mais bon an, mal an, il y a toujours et continuellement de nouveaux théâtres qui s'ouvrent et qui vont venir donc former cette période que j'appelais, que d'autres appellent donc la période de l'âge d'or. Alors, il nous manque un élément pour compléter un petit peu le tableau. Et ça va nous permettre de comprendre un peu mieux comment les choses se sont développées sur le plateau. C'est, vous l'aurez peut-être deviné ou vous y avez peut-être déjà pensé, c'est tout ce qui concerne le cinéma et plus spécifiquement l'arrivée des scopes. Alors, c'est assez bien connu en général. À Montréal, on va avoir en 1906 grâce à Léo Ernest Ouimet, on va avoir la constitution d'une première salle de cinéma qui va s'appeler l'Ouimetoscope. Au départ, Ouimet loue une salle qui existait déjà, qui s'appelle la salle Poiré. Il la transforme, il va la transformer à quelques reprises pour en faire une magnifique salle, il n'en existe pas d'autre au Canada. Et c'est donc probablement c'est certainement la première au Canada, et probablement une des toutes premières en Amérique et même au-delà. Et dès lors, ça va entraîner ce que certains vont appeler une véritable folie des scopes parce que, comme Ouimet le dit lui-même, il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Que c'est une publicité qu'on retrouve à l'époque, faite de l'argent. Je crois que les motivations sont claires. En présentant, en montrant des vues animées, d'autres se sont établis des fortunes. Pourquoi pas vous? Et c'est signé par Ouimet lui-même, donc le fondateur, propriétaire du Ouimetoscope. Donc Ouimetoscope, sans faire son histoire, c'est quelqu'un d'important parce qu'au-delà d'avoir ouvert cette première salle,
Il est aussi distributeur. Il va tourner des films lui-même, faire l'équivalent d'actualité. On appelait ça des actualités platées à l'époque. Il va aussi innover sur le plan technologique. Donc, c'est quelqu'un qui est assez incontournable à l'époque. Mais ce n'est pas le seul. Et donc, il y a d'autres gens qui, très rapidement, et on comprend ici l'appel de l'argent, si ce n'est pas pour l'art, il y a d'autres gens donc, qui vont très rapidement, eux aussi, mettre sur pied des salles pour rivaliser avec Ouimet. Une particulièrement importante, c'est avec le Nationoscope, qui est ouvert par Gauvreau, donc quelqu'un d'important, puisque lui vient d'ouvrir quelques années avant, ou vient de s'emparer quelques années avant du Théâtre national. Et là, il ouvre une autre salle, le Nationoscope, qu'il va avoir, qu'il va perdre, qu'il va reprendre. Donc, ces soirs-là sont assez compliqués, les échanges de propriétaires. Mais retenez, malheureusement, je n'ai pas d'image à vous montrer, mais retenez qu'on a affaire à des salles absolument magnifiques, telles qu'elles ont été rénovées assez rapidement. Donc, le public est au rendez-vous. Et donc, on voit s'ouvrir dans cette période-là énormément de scopes. Et il y a une phrase, si vous lisez les ouvrages sur cette période, il y a une phrase qu'on va retrouver très souvent, qu'on doit à Jean Béraud. Jean Béraud, c'est un critique de la presse et de la patrie qui viendra plus tard, mais qui a fait une espèce de chronologie de tout ce qui s'est monté à l'époque. Et je vais vous la lire parce que c'est chargé de connotations, Jean Béraud, à propos donc de cette période. Hein, on est donc autour de 1907, écrit, c'est d'ailleurs par toute la ville une épidémie monstrueuse de scopes et de graphes. Il ajoute un petit peu plus loin, un commentateur de film, Alex Silvio, donc on va le retrouver lui aussi plus tard, fait la joie des spectateurs avec ses savoureuses narrations d'idylles échevelées, ses trouvailles de moralité et de préceptes avant-coureurs de nos impayables courriers du cœur. On voit bien le jugement plutôt sévère, négatif. On parle d'épidémie monstrueuse. Ça évoque bien la propagation, si on peut dire, l'effet donc de propagation rapide. Et en même temps, ça dit bien le jugement négatif qu'un certain nombre de gens vont avoir donc, sur ce qui est en train de se produire. Et donc, les vues animées, on est bien sûr à l'époque du cinéma muet. Cinéma parlant arrivera bien sûr plus tard, vers 1929 à peu près. Donc, le cinéma de vue animée va devenir un concurrent direct de ces théâtres. Et à partir de cette période, on assiste à toutes sortes d'hybridations, de tentatives pour présenter au public des spectacles qui soient à la fois de vue animée. On met à l'affiche souvent le nombre de pieds. Vous avez déjà feuilleté les journaux de cette époque-là, c'est assez amusant. Donc, on annonce 30 000, 50 000, 60 pieds, 60 000 pieds de vue animée. Et ces spectacles-là, je vais vous en donner un avant-goût, une petite idée. Ces spectacles sont en général très souvent aussi constitués de parties chantées avec de la comédie. Donc, on a, c'est ce que j'appelle donc des spectacles hybrides. C'est très, très intéressant de constater que dans le fond, ce que des fois un peu pompeusement on appelle l'hypermédialité ou tous les termes un peu plus sophistiqués qu'on utilise aujourd'hui pour désigner des spectacles qui utilisent différentes formes, différentes technologies, sont déjà là et sont dans la tête des gens. Je vais vous en donner des exemples. Donc là, on est dans cette période donc, de l'arrivée des scopes décrites comme une épidémie par Jean Béraud. Alors, ça nous amène au plateau, parce que la question se pose, on sait, on a les adresses, on connaît bien tous ces cinémas-là, on en découvre, remarquez, assez régulièrement, mais bon nombre de ces cinémas, bien sûr, au départ, vont s'ouvrir dans le centre-ville, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure avec les théâtres. Mais les exigences pour ouvrir une salle de cinéma, de vue animée, sont beaucoup moins lourdes à plusieurs égards que ce qui est exigé pour les théâtres. Et ça permet donc un peu partout d'ouvrir des salles avec, je dirais, les moyens du bord. Donc, certains témoins de l'époque vont les décrire en disant il suffit d'avoir un espace parfois assez exigu, de prendre quelques poutres qu'on va placer sur des caisses de bois et de tendre une toile dans le fond et on fait rentrer les spectateurs et on fait de l'argent. Alors, c'est sûr que ce n'est pas très, et ça a probablement existé, mais c'est sûr que ce n'est pas la meilleure façon de garder et de développer des spectateurs et une clientèle. Donc, assez rapidement, les salles vont, comme Ouimet l'a fait, vont faire tous les efforts possibles pour mettre sur pied des salles qui soient attirantes. Et ça va être le cas donc sur le plateau Montréal.
Alors pour moi, ça a été un peu une découverte parce que je vous rappelle que ce que je cherche un petit peu et ce que je partage avec vous, c'est quel est l'environnement dans lequel le Chanteclair, qui va apparaître quelques années plus tard, donc en 1912, quel est son environnement? Et la carte que je vous ai montrée tout à l'heure montre un théâtre qui est isolé, tout seul dans son coin, un peu à l'abri de tout ce qui est en train de se passer, de se développer dans le centre-ville. Et ce que montre la recherche et ce que moi j'ai en partie découvert, du moins pour moi, c'est qu'en fait, il y a une animation absolument frappante, débordante, j'ai envie de dire, sur le plateau à ce moment-là. La première projection, avant d'arriver au Vitographe et à la salle du Vernet, la première projection, je vous le dis parce que c'est amusant, la première projection que moi j'ai identifiée, il y en a probablement eu d'autres, première projection de vue animée en 1902, donc c'est avant que commencent à se constituer des salles. Vue animée, donc à l'époque, cinéma muet, première projection, selon la presse, à l'Institut des sourds et muettes. Ça m'a plutôt fait sourire. On peut dire qu'elles n'ont rien manqué du spectacle. Voilà, alors on peut supposer qu'il y a eu comme ça d'autres présentations dans des lieux qui n'étaient pas en soi, bien sûr, des cinémas. Mais le premier dont on trouve une trace, c'est à la salle du Vernet. Alors, la salle du Vernet se situait au parc La Fontaine, au coin de Rachel et Garnier, et on voit apparaître quelque part au début du printemps, on est en 1907, on voit apparaître une petite annonce assez modeste qui annonce un vitographe, et on peut la lire ensemble, vue animée à la salle du Vernet, coin Rachel et Garnier, parc La Fontaine, nouvelle vue animée, jamais représentée à Montréal. Alors évidemment, quand on fait de la publicité, on en met et souvent peut-être plus que la réalité le demanderait. C'est de bonne guerre. Changement de programme chaque semaine. La plus belle salle du haut de la ville. Alors retenez cette expression-là parce que effectivement, en 1907, le plateau Montréal, c'est le haut de la ville. Souvent, quand on parle des théâtres, en 1907, même le Chanteclair en 1912, on dit le théâtre du haut de la ville, les théâtres du nord de la ville, et c'est le cas ici dans cette annonce. C'est amusant parce que le nord de la ville, pour nous aujourd'hui, bien sûr, c'est tout à fait autre chose. La plus belle salle, donc, du haut de la ville. Découpez cette annonce, elle vous donnera droit, avec 15 scènes, à un siège réservé. Bon, voilà, il y avait cette pratique à l'époque d'avoir des sièges réservés et des sièges non réservés qui coûtaient moins cher. Et tous les théâtres, y compris donc les salles de vue animée, les théâtres de vue animée offraient différents prix. Voilà, mais ce premier exemple, qui est donc peut-être la première salle ou tentative d'instaurer une salle, euh, fait long feu, disparaît assez vite, on n'en trouve pas de traces dans les médias et les journaux très longtemps. Et on va avoir là quelque chose, toujours à la salle du Vernet, et c'est peut-être donc, c'est difficile de savoir si sont les mêmes personnes ou est-ce qu'on a simplement changé de nom. On va avoir un acteur très important qui est Julien Daoust, qui va venir s'implanter, louer la salle pour y créer, avec des grands projets, pour y créer une salle de spectacle, non seulement de vie animée, mais également de théâtre. Julien Daoust, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des pionniers du théâtre francophone à Montréal. C'est, si vous vous rappelez, un des créateurs ou de ceux qui a ouvert donc, le théâtre national. C'est quelqu'un de très populaire à cette époque. C'est quelqu'un qui s'est notamment fait connaître comme incarnation de Jésus-Christ dans un spectacle qui a été un immense succès, qui est La Passion. Donc, on a joué des Passions au Québec pendant des décennies. Et plusieurs d'entre elles, donc il n'y a pas que Julien Daoust qui l'a fait, mais plusieurs de ces passions ont été des grands, grands succès de théâtre. Donc, on parle de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs qui auraient assisté à cette passion qui a été jouée, donc qui est jouée pour les premières fois au tout début du siècle et qui va être jouée pendant pratiquement une trentaine d'années. Alors, c'est assez drôle de voir ce personnage qui a fait une spécialité ou une de ses spécialités. Donc, Julien Daoust est acteur, metteur en scène, il monte des spectacles. Il a fait de ce qu'on pourrait appeler les drames bibliques sa spécialité. Donc, il y a ici La Passion, qui est écrit par un autre auteur, Germain Beaulieu.
Il va lui-même écrire des drames bibliques, le Triomphe de la Croix, qui va être traduit, présenté en tournée, donc traduit en anglais, présenté en tournée, Le chemin des larmes. Voilà, il a toute une petite liste de drames bibliques qui ont marché très, très fort à l'époque. Alors, pourquoi parler de ça? Parce que euh, Julien Daou va avoir comme projet de présenter dans cette salle un spectacle multimédia. C'est comme ça qu'il est présenté, où on va pouvoir assister à la fois à des projections de vues animées et des comédiens sur scène qui vont se juxtaposer à la projection. Donc, je vous lis brièvement la description. Les lecteurs donc, du Nationaliste, c'est le journal en question, qui tous aiment à s'instruire, se donneront rendez-vous la semaine prochaine à la salle du Vernet afin de se faire une idée de ce que sera la fin du monde, parce que c'est le titre du spectacle. La fin du monde de notre pauvre humanité. On jouera en effet là-bas la fin du monde, un drame fantastique d'un genre tout nouveau au Canada et qui a été monté à grands frais. Dans les merveilleux tableaux qui le composent et qui comprennent une combinaison de vues animées et de personnages vivants, on verra la vanité, l'avarice, l'intempérance, l'homicide dans l'enfer, Satan aux prises avec le bon esprit, le triomphe de ce dernier et enfin le ciel. Ces deux derniers tableaux sont réellement féeriques. On voit les démons précipiter les damnés dans le feu éternel, puis les âmes des élus monter au ciel, escortés par les anges, au milieu des flots d'éblouissantes lumières. Et ça continue comme ça, avec le fracas du tonnerre, avec des éclairs aveuglants, et bien sûr, Monsieur Daou dans le rôle de Satan lui-même. Alors, c'est tout un programme. D'ailleurs, on se demande, en fait, le spectacle, au moment où c'est écrit, c'est une espèce de pré-papier. Le spectacle n'a pas encore été présenté, mais déjà, les journalistes sont conquis, en tout cas, pour l'idée. C'est assez commun, c'est assez courant. C'est peut-être même, en fait, Julien Daou qui lui-même a écrit cette description. C'était souvent le cas. Bon, cela dit, ce qui est quand même intéressant, outre voilà, ce drame biblique, c'est qu'il faut essayer de s'imaginer des décors qui sont probablement, on ne peut pas le certifier dans la salle ou à la salle du Vernet, mais si on se fie à ce qui pouvait avoir été monté par le passé au Monument national ou au Théâtre national ou dans d'autres théâtres, on a des scénographies, des décors, si vous préférez, qui sont extrêmement impressionnants. On multiplie les tableaux, on multiplie les effets spéciaux. J'ai feuilleté un autre texte de Daou qui s'appelle La création du monde. Donc, avant de passer à la fin du monde, il a écrit La création du monde. Et on y trouve l'ange Gabriel et le genre de choses qu'on vient d'écrire là, des anges qui volent, qui virevoltent, des nuages, tout ce que vous voulez, qu'on pourrait imaginer. Et tout ça était effectivement représenté de manière plus ou moins à droite, c'est difficile de dire, mais était représenté avec les moyens techniques donc, dont on disposait et qu'on découvrait à l'époque, les effets spéciaux, l'utilisation de l'électricité et tout ça. Donc voilà, je le spécifie parce que des fois, on peut se faire une image peut-être un peu plus simple de ce qu'étaient ces spectacles-là. Alors, on aimait beaucoup, quand on avait les moyens, en mettre plein la vue, et c'était le cas de Daou. J'ai pensé, le temps file, mais je pense que ça vaut quand même la peine parce que c'est la période qui m'intéresse. J'ai pensé, et là peut-être que je vais avoir besoin d'aide si jamais je ne réussis pas à bien faire les choses. J'ai pensé vous montrer quelques extraits et là je vais tasser ça ici. J'espère que je vais bien faire les choses. Voilà, oui. Je voulais vous montrer, et on va... Oui, j'aurais dû le faire autrement, m'excuser. C'est ce que je vous disais d'être patient, parce que là, je voudrais ramener l'écran. Est-ce que Justin, tu peux m'aider pour le ramener? Juste lancer le. Oh, parce que c'est pas encore. Oui, c'est ça. Les oreilles de la publicité, c'est ça? Oui, c'est pas grave, on va être obligé de... Dans ce truc. Alors, je voudrais un petit peu, en fait, pendant que Justin me donne un coup de main, on ne va pas le regarder en entier parce que ça dure 10 minutes, puis le temps est quand même compté, mais je veux quand même que vous voyez certaines images, puis ça peut nous permettre de comprendre dans quel esprit est-ce que Julien Daou était lui-même. D'abord, ça nous permet un peu de voir qu'est-ce que les gens allaient voir et qu'est-ce qui était très, très couru. Donc, et ce que vous allez voir
j'ai deux extraits de films à vous montrer. Ce sont des films qui ont été présentés effectivement donc, sur le plateau dans les salles qui ont existé, la salle du Vernet et d'autres salles dont je vais parler. Simplement de voir un peu comment les effets spéciaux étaient montés. Germain Lacasse, qui est historien bien connu du cinéma, pense que dans le fond, Julien Daou s'est probablement inspiré de ces effets spéciaux. Julien Daou raconte qu'il est allé à New York acheter des films pour monter ce fameux spectacle sur la fin du monde et qu'il est probablement allé chercher des scènes de films dans des courts-métrages qui comportaient déjà, d'une manière ou l'autre, des voyages sur la Lune ou dans les airs ou ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, entre autres, parce qu'on retrouve ça. Donc, oui. Je vais essayer donc de retrouver. Donc, ça, c'est le début du film. Et comme je vous dis, si je veux l'avancer, Justin. Ah, voilà. Oui, excusez. Donc, évidemment, vous le savez, il faut s'imaginer ces films accompagnés donc, d'un pianiste minimalement, habituellement. Dans le cas des meilleures salles, on va avoir un orchestre. On a souvent un bruiteur qui va venir ajouter un peu de vie à tout ça. Et je le signale tout de suite, on a dans certains cinémas ce qu'on appelle un bonimenteur. Le bonimenteur, donc, c'est celui qui va se retrouver comme si j'étais pas loin de l'écran et et c'est l'expression qu'on va utiliser à l'époque, qui explique les vues. Qui explique les vues et qui décrit ce que les spectateurs peuvent voir de leurs propres yeux. Et ce bonimateur-là joue un rôle très important. Certains vont être extrêmement célèbres. Entre autres, un qui s'appelle Alex Silvio, qui plus tard va devenir propriétaire du Chanteclair. Alors, il y a certaines salles dans lesquelles on va, non seulement pour les vues animées qui sont présentées, mais également pour le bonimenteur et pour son côté comique, etc. Donc, on trouvait de tout, des professionnels, on trouvait aussi probablement des amateurs qui parfois tournaient un petit peu les coins ronds. Il faut comprendre que le programme change régulièrement, au moins à toutes les semaines, et que pour chaque présentation ou chaque séance, si vous voulez, on présente 5, 6 films, parfois un peu plus, un peu moins, dépendant de la durée, et qu'il y a en général 2 présentations des vues animées. Bon, on va, pour pas trop traîner puis s'enfarger là-dedans, c'est pas plus grave que ça. Je voulais vous montrer également, j'avais prévu un deuxième. Ça. Et donc, c'est la même chose si je veux. D'accord. Alors, celle-là, je voulais vous montrer encore là, juste un petit peu, parce que, bien sûr, on a toujours cette image du cinéma des vues animées en noir et blanc. Et ici, on a l'exemple. Alors, je ne peux pas vous garantir que ça a été présenté sur le plateau. On a l'exemple donc d'un film qui a été très, très populaire. C'est un thème très populaire à l'époque, les maisons hantées. C'est les premiers films du cinéma d'horreur. Et on a une version colorisée donc qui existait. On pouvait se procurer des versions comme celle-là. C'était distribué. Donc, ces films-là que vous voyez sont distribués par Pathé les cinémas donc dont on parle, en tout cas la salle du Vernet, se nourrissait, si on peut dire, de ces films. Donc c'est assez magnifique. Voilà. Donc on n'a pas eu le temps où je ne regardais pas l'écran au moment où c'est passé, mais normalement, vous avez peut-être vu donc une sorcière passer dans le ciel. Voilà, donc on peut imaginer qu'en allant chercher ce genre de scène, c'est la vie de Germain Lacasse, puis ça me semble intéressant, en allant chercher ce genre de scène dans différents films, Julien Daou a peut-être réussi à constituer un film dans lequel on aurait des acteurs sur scène, c'était ça l'idée, qui nous joue la fin du monde.
Donc, je ne veux pas que personne sorte de la salle traumatisé, parce que c'est un film d'horreur. Je faisais beaucoup d'effets hein, quand les médias en parlent. Évidemment, ils en rajoutent toujours. Hein, on est quand même dans le commerce de sensationnalisme, mais on nous raconte que les gens ont été effrayés par les scènes de la maison hantée présentée la semaine dernière à tel ou tel théâtre. Voilà. Donc, on peut passer, revenir peut-être. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de limiter pour la suite les. Voilà. Ouais. OK. Donc, ça, c'est une publicité, mais je voulais un petit peu résumer déjà. Je vais aller un peu plus vite là-dessus. La fin du monde dont on parlait, donc à la salle du Vernet. Donc, est-ce que ça a fonctionné? C'est difficile de savoir. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans les journaux, après la présentation spectaculaire, Julien Daoud disparaît. Alors, on voit que la salle continue à présenter des vues animées pendant quelques temps, et puis finalement, elle est reprise pour tout à fait d'autres fins, parce que ce n'est pas une salle de cinéma à l'origine. C'est une salle qui a qui sert à toutes sortes de choses, et notamment des réunions. Alors, est-ce que c'est la fin des scopes sur le bateau? Bien sûr que non, vous en doutez. Et là, il y a une salle qui m'intéresse particulièrement, dont je vais vous parler un petit peu avant d'arriver, donc et de se rapprocher du Chanteclair. Donc, à la même période, on trouve d'autres salles qui vont ouvrir, le Mont-Royaloscope, qui est près de l'Hôtel de Ville, le Rochonoscope, qui va devenir le Dulutoscope, le supériorographe et aussi également ce Vitoscope qui existait. Donc, vous le voyez, l'adresse 359 Avenue Montréal, c'est entre Saint-André et Montana. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, bon, d'abord, il ne reste aucune trace de ce cinéma. Je ne suis pas en mesure de vous dire dans quelles conditions est-ce que le cinéma en question va disparaître. Il est un peu à l'image donc des cinémas de son époque. On y présente des vues animées et de la chanson, ou des fois ce qu'on appelle la chanson illustrée. Donc, entre le changement des bobines, on présente de la chanson, souvent de la chanson comique, et ça fait partie du spectacle. Donc, évidemment, ça remplit les moments creux, mais on voit bien, parce qu'il est mis à l'affiche, qu'un bon nombre des chanteurs qui participent à ces spectacles-là sont des spectacles appréciés, sont des chanteurs, pardon, appréciés, connus, et qui donc circulent d'un théâtre ou d'un cinéma à l'autre. Donc, je vous montre ici rapidement une publicité du Vitoscope. Et ici, simplement pour attirer votre attention, on vient de procéder à des rénovations. Il y a eu un petit feu, ça arrivait souvent dans ces salles-là. On vient de procéder à des rénovations. Et on parle d'un cinéma quand même de 800 places. C'est quand même, moi, j'ai été très étonné d'apprendre qu'il avait existé un théâtre qui va durer. Donc, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il ferme ses portes exactement. Mais il est encore là jusqu'en 2012, 14 peut-être encore. Les dernières traces que moi j'en ai trouvées. Et il s'agit d'un théâtre donc de 800 places, ce qui me semble quand même beaucoup plus que le Chanteclair plus tard, qui lui fait autour de 400 places. Et ce théâtre-là, donc, a disparu des mémoires et on en trouve aujourd'hui très peu de traces. Donc, l'image que vous avez ici, elle est probablement pas conforme à ce qu'on y trouvait, je suppose, parce qu'on n'a pas véritablement construit de théâtre. Il s'agit plutôt d'un édifice qui a été aménagé pour servir de salle de théâtre. Donc, juste pour vous plonger, continuez à vous plonger un petit peu. On a vu ensemble des extraits de vues animées, très brièvement. Voici un exemple du genre de poster ou un peu l'équivalent qu'on trouvait affiché, placardé devant ces théâtres-là. Il fallait avoir une autorisation de la ville. Le théâtre Vitoscope va avoir des petits problèmes, comme d'autres théâtres, avec les autorités de la ville, parce qu'ils ont placardé l'extérieur, la façade, avec des affiches de ce genre-là. C'est un film qui a été présenté d'ailleurs au Vitoscope, qui l'ont fait sans autorisation. Donc, on voit que les règles sont très sévères. Ici, vous avez une photo de tournage. J'ai un petit peu de difficulté, voilà. Et maintenant, je voudrais vous faire entendre ces chansons qu'on présentait hein, donc dans ces spectacles qui étaient. Merci Justin, j'ai toujours un petit peu de difficulté.
Moi, je trouve que ça nous plonge dans l'atmosphère du Vitoscope sur la rue Mont-Royal en 1907. Dernièrement sur une balançoire, j'apercevons la grosse miroir qui balançait au-dessus avec parure dans les coups. Je m'assois alors sur une chaise et comme il fait des carrossières, je suis en regardant à mon aise. Ça va très bien. Ça va très bien. Je n'aime pas les femmes qui sont plates, les taillées comme des lattes, et qui ont des corsets trop blancs, puisque dedans il n'y a rien qui va. Car à la fin, dans le futur couvre un joli corset qui contient des seins comme des ballons qui l'ouvrent. Oh, ça va très bien. Ma-mère, ça va très bien. Les premiers temps de notre mariage, ma femme était tellement sauvage, qu'avouez-vous aussi d'être là, chez nous on viendrait à papa. Mais maintenant c'est plus la même chose, et qu'on va la Saint-Maximien. Après ta poêle, c'est rose. Oh, ça va très bien. Ça va très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est amusant. Donc, cette chanson-là, spécifiquement, n'a pas nécessairement été chantée au Vitoscope, mais ça nous met tout à fait, je pense, dans l'ambiance. On est dans l'époque. Alors, c'est pas aimé de tout le monde. Je vais vous lire un petit passage d'un autre chanteur qui va lui aussi se chanter, pousser la note dans un autre théâtre dont je vais parler tout à l'heure, qui s'appelle Henri Gaillard, et qui écrit, donc c'est quelques années après, mais on est tout à fait toujours dans la même époque, c'est écrit en 1912. Henri Gaillard n'aime pas du tout ce qu'on chante, en fait, dans les théâtres de vue. Est-ce que ça s'applique entièrement à Armand? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça nous donne des indications quand même amusantes. Et je vous lis le passage d'un journaliste qui se fait un peu le porte-parole d'Henri Gaillard et qui écrit: Dans nos théâtres populaires, particulièrement les scopes, il y a toujours un chanteur ou une chanteuse chantant dans l'obscurité une romance, la plupart du temps d'origine américaine, ça ne semble pas être le cas ici, ou hybride, romance qu'on illustre sur l'écran à l'aide de projections en couleurs violentes et criardes, où c'est les chansons illustrées, à faire fuir quiconque la moindre idée de sobriété et de la vérité artistique. Ce genre de chanson, très souvent grivoise et immorale, ça s'applique un peu ici, comprend toujours un refrain, et ça qui m'intéressait, que je vais vous lire, un refrain, et au dernier couplet, on reproduit sur l'écran le dernier refrain afin que tous les spectateurs se le mettent bien en tête, et c'est ainsi qu'on prétend instruire le public en le saturant de mauvaise musique et d'idées obscènes. Voilà. Bon, je vous laisse juger si la chanson d'Armand est obscène, mais moi je retiens quand même que, voilà, on projette le dernier couplet, et c'est ça si on veut se mettre dans l'ambiance de ce qui se passait dans ces théâtres-là, et le public entonne et chante avec le chanteur, et c'est donc sont aussi des spectacles qui ont un côté participatif, si on peut dire. On imagine bien la joie et le plaisir que les gens peuvent y avoir. Donc voilà, donc le Vitoscope, comme je vous disais, difficile de savoir quand est-ce qu'il va mourir. Probablement qu'il a été repris par une autre équipe, mais je vais un petit peu accélérer pour aller vers d'autres éléments. Je vais me familiariser avec... voilà. Et on va tranquillement se rapprocher donc de la date 1912, qui est la date qui nous intéresse, que j'ai intitulée Dans l'arène. Voilà, je vais être obligé de... On ne passera pas toutes les... J'ai un petit peu de difficulté là avec le... Bon. Pourquoi dans l'arène? On est pratiquement en 1912. On voit donc qu'il y a plusieurs scopes qui animent la vie et ces scopes ne présentent pas que des vues animées, ils présentent aussi donc des spectacles de comédie, de la chanson, des spectacles de comédie. Et là, normalement, on pourrait dire, bon, enfin, le Chanteclair va arriver, fier, et c'est un peu moi l'image que je me faisais. Et j'ai
eu une énorme surprise de découvrir que de l'autre côté de la rue, mais pratiquement en face du Chanteclair, existait depuis quelques mois un autre théâtre dont on a complètement perdu la mémoire et qui s'appelait le théâtre Bellevue. Alors, ce théâtre va chercher sa vocation longtemps, mais comme plusieurs autres salles de cinéma de l'époque, il oscille entre les vues animées et le théâtre. Mais c'est bel et bien une salle où on ne trouve pas que des vues animées, mais on va y trouver des spectacles, principalement de la comédie. Donc, l'adresse à l'époque de la salle, c'est le 1277. Le Chanteclair qui va ouvrir dans cette période-là est au 1274. Donc, ce sont des voisins, ils se font concurrence et ils sont face à face. Mais chronologiquement, le théâtre Bellevue ouvre avant le Chanteclair. Donc, on y retrouve, comme je vous disais, des vedettes de l'époque dans la chanson, dans la comédie. Ici, vous avez donc, ce sont des Français, Legrand et Castel. C'est une troupe donc, qui va se produire. Moi, j'aime beaucoup la position encore là de Georges Legrand qui nous fait imaginer, nous permet d'imaginer un peu à quel genre de spectacle on va avoir. Et dans ce spectacle, on retrouve quelqu'un que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. Est-ce que j'ai laissé son nom? Oui, j'ai laissé son nom au banc. Bien sûr, donc c'est Juliette Béliveau qui a eu une carrière très, très riche, donc par la suite, bien sûr, à la télévision et même au cinéma. Elle est toute jeune, enfin toute jeune, elle a peut-être dans la vingtaine. Et elle est déjà à l'époque un nom assez apprécié et connu. Et elle va se spécialiser assez vite, comme vous le savez peut-être, donc sur la scène, dans les rôles comiques, ce qui semble déjà être le cas donc ici. Donc c'est un théâtre dont on parle dans les médias. Et encore là, on a surpris, je le répète, de voir qu'on a oublié, ou en tout cas moi, j'en ignorais totalement l'existence. Ici, un exemple parmi d'autres. Il n'y en a pas des tas, des masses d'exemples, mais quelques exemples de sa présence dans les médias. Ici, c'est un spectacle qui a été présenté, La famille Croustillard au Théâtre Bellevue. Donc, c'est une série, en fait, il y a plusieurs spectacles qui ont été faits autour de la famille Croustillard, qui sont à peu près de gens qui arrivent de la campagne et qui doivent s'acclimater au train de vie à Montréal et dont on se moquait gentiment parce qu'en fait, beaucoup des gens, gentiment parce que beaucoup des gens qui étaient eux-mêmes dans la salle arrivaient soit eux-mêmes ou leurs parents de la campagne. Donc, on est tout à fait dans cet ordre de préoccupation dont on aime bien rire, se moquer des citadins et puis aussi de ces croustillards. Donc, le Théâtre Bellevue présente un spectacle comme celui-là, comme d'autres salles mieux connues, le Métoscope, le Parisiana, donc une autre salle. Tous ces spectacles-là présentent donc eux aussi des versions de cette famille Croustillard. On les retrouve au Bellevue. Donc, ça montre que ce théâtre, on pourrait dire, est sur la map. Donc, c'est difficile encore là de savoir qu'est-ce qui arrive et pourquoi est-ce que ce théâtre-là va disparaître. Les dernières traces, c'est 1916. Quand même, une belle longévité relative, mais de 4 ans à l'époque, c'est pas mal. Les affaires tournent mal. Assez rapidement, on voit des annonces du théâtre à vendre. Malgré les annonces, le théâtre continue ses activités. Puis finalement, ici en 1916, ça semble être la fin. Et dans la Gazette officielle, on trouve l'annonce d'un théâtre de 500 places. Et c'est celui du propriétaire qui s'appelle Nelson Guindon, qui était, alors vous ne devinerez pas son vrai métier, qui était forgeron. Alors, on peut repenser à la petite publicité de Métoscope tout à l'heure, faites de l'argent, tout le monde voulait faire de l'argent, les commerçants, ceux qui étaient déjà dans le commerce, mais aussi des gens qui n'avaient rien à voir au départ, comme Nelson Guindon. Ça explique peut-être les difficultés qu'il a eues. Je passe maintenant où on est presque rendu au Chanteclair. Non, il manque encore quelqu'un. Et là, j'ai encore moins d'images à vous montrer, mais c'est une autre découverte pour moi. J'ai été très surpris. Alors, je vais vous montrer l'endroit où se situait un théâtre qui a été assez important à l'époque et qui s'appelait le Théâtre Alexandrin. Et donc, vous reconnaissez peut-être, on n'est pas très loin donc, de Renaud-Bré, au 46-62 sur Saint-Denis, près du coin. Donc, vous voyez au loin, vous voyez ici au fond, le restaurant fameux. C'est le lieu où a été construit, encore une fois, avant le Chanteclair, ce théâtre alexandrin. Donc, ce théâtre alexandrin, il va lui aussi osciller, présenter du théâtre,
pendant quelques années des vues animées pour, au bout de peut-être un peu moins de 10 ans probablement, se consacrer finalement, particulièrement avec l'avenue du cinéma parlant, au cinéma parlant. C'est un cinéma qui va présenter des films essentiellement en anglais, qui va être renommé plus tard, curieusement, Cinéma Laval, et qui va donc, au-delà des années 50, continuer sa carrière jusqu'à disparaître. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on en trouve. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de scopes, et puis on a des salles, le Bellevue, le Théâtre Alexandrin, qui occupent le quadrilatère, où va s'instaurer, où va ouvrir bientôt le Chanteclair, et ce sont des prédécesseurs. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça dans l'arène, parce qu'en fait, le Chanteclair apparaît dans un paysage qui est déjà extrêmement dynamique. Ce n'est pas du tout un pionnier, ou ce n'est pas du tout le premier qui arrive dans le coin. Donc, le lieu où le Chanteclair va s'installer, c'est une ancienne cour à bois qui appartenait à un marchand très connu. Alors moi, je vais vous passer les détails parce que ça deviendrait ennuyant, mais j'ai beaucoup cherché, mais qu'est-ce qu'il y avait là? Parce que moi, mon questionnement, c'était, mais est-ce qu'on a véritablement construit un théâtre? Et la réponse, à mon avis, c'est assez clair, c'est non. On n'a pas construit un théâtre pour le Chanteclair. On peut penser plutôt qu'il y a eu des édifices qui ont été élevés là. Le voisin du Chanteclair, qui existe encore aujourd'hui, on peut le voir à la façade, c'est 1907. Donc, on a construit des édifices qui ont été probablement réaménagés et qui ont servi d'abord de salle de projection de vue animée. Ça, c'est la première publicité qu'on trouve du Chanteclair. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est pas une publicité du cinéma lui-même ou du théâtre lui-même, c'est une promotion d'un magasin très célèbre à l'époque, Arsène Lamy, qui se trouve plus bas, donc sur Mont-Royal, et qui a cette idée d'offrir à ses clients, à ceux qui dépensent $1, une piastre, comme il dit, de leur offrir des places. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas trop ce qu'est le Chanteclair. C'est vraiment, à cette période-là, on est durant l'hiver, fin de l'hiver 1912. On ne sait pas très bien qui est propriétaire. Et moi, mon hypothèse, c'est que ceux qui vont donner forme au Chanteclair dans quelques mois après, et je vais vous parler d'eux, ils vont jouer un rôle très important, ne sont peut-être pas à ce moment-là les propriétaires de cette salle que quelqu'un a choisi d'appeler Chanteclair. Donc, pourquoi Chanteclair? Vous remarquez que c'est Chanteclair sans le C. Le C va venir plus tard. On est en fait en 1912, au début 1912, et The Talk of the Town sur les scènes parisiennes à l'époque et dont on parle dans les médias montréalais, mais aussi dans les médias américains, c'est la pièce Chanteclair d'Edmond Rostand, donc l'auteur de Cyrano de Bergerac. Et cette pièce, on l'attend depuis pratiquement 10 ans qu'on en parle et que la première est relancée. Et on voit effectivement que dans les médias, l'expression Chanteclair est omniprésente. Elle va être utilisée à toutes sortes de sauces et on peut penser que ça a inspiré donc ceux qui ont ouvert ce théâtre. Donc l'image de droite que vous voyez, c'est pas une image, je vous rassure, qui a été créée par intelligence artificielle. C'est vraiment le costume lors de la première, donc tous les personnages incarnaient des oiseaux ou des animaux de la basse-cour. Et le coq, c'est celui qui, à force de chanter, pense qu'en chantant, c'est lui qui fait lever le soleil. Et donc, c'est une image qui est très forte. C'est grâce à son chant que le soleil se lève. Et cette image est reprise pour parler des politiciens. Donc, on voit vraiment que l'expression, de toutes sortes de façons, est dans les esprits. C'est aussi le coq associé à Pathé. Donc, Pathé, c'est un des grands producteurs de films à l'époque, producteur aussi d'un phonographe qui a beaucoup circulé et dont, sur l'étiquette, ce que l'on trouve comme proverbe ou dicton, je ne sais pas comment l'appeler, c'est « je chante haut et clair ». C'est d'une certaine manière aussi le Chanteclair. Vous avez là donc plusieurs choses qui se conjuguent ensemble. Aussi l'image du coq, qui est le symbole gaulois de résistance. Et on a affaire à des gens qui sont profondément préoccupés et intéressés par cette question de la survivance et du développement donc d'une salle authentiquement, de lieux authentiquement francophones. Et ça peut expliquer pourquoi le choix du Chanteclair. Alors, qui maintenant est le fondateur de ce qui va devenir le véritable Chanteclair comme on le connaît, et le théâtre? Alors, le nom qui est resté dans l'histoire, c'est Charles Faroud. C'est une histoire passionnante. Je ne pourrais pas vous la raconter dans tous les détails, mais ça vaut la peine de souligner donc quelques éléments. Donc, je vous montre
l'image de Charles Faroud. Charles Faroud, c'est un immigrant syrien, libanais. Son père est arrivé en 1889 au Québec, au Canada. Il est retourné suite au décès de sa femme, qui elle était restée au Liban. Il est retourné et il a tout vendu et il revient donc au Québec avec son fils. Et ils vont être colporteurs. Colporteur, c'est un métier qui est très répandu dans la communauté syrienne. En 1921, à Montréal, la communauté est composée de 1500 Syriens, dont un certain nombre ont ce métier de colporteur. Donc, certains l'exercent à Montréal et d'autres dans les régions. Donc, Faroud fait partie de ces gens-là. On le retrouve particulièrement dans les Laurentides. Hein, il se promène et il va vendre différents objets. Et comme d'autres, ben, il veut faire de l'argent. Et comme on a vu tout à l'heure, un moyen d'en faire, c'est de se lancer dans les vues animées. Donc, on sait qu'il va ouvrir des cinémas de vues animées ici et là. Alors, moi, ce que j'ai découvert, si on peut dire, je pense que c'est des choses qui sont peut-être connues, mais ce qui est beaucoup plus clair maintenant, c'est qu'en fait, Charles Faroud fait partie ce qu'on pourrait appeler un réseau, d'une communauté d'hommes d'affaires libanais qui vont jouer un très grand rôle dans l'essor du cinéma et du théâtre sur le plateau. Charles Faroud ouvre le Chanteclair avec d'autres associés. Donc, je suis allé voir un peu l'histoire des raisons sociales et ce que vous voyez dans le bas sont les signatures des associés. Georges Bécharin, un nommé Haddad. Vous allez avoir un autre qui n'est pas là, mais qui va être aussi, qui va faire partie de l'ensemble, un nommé Massad. Euh, Faroud est lui-même associé dans d'autres aventures ailleurs à Montréal avec un nommé Khoury, Albert Khoury, qui d'ailleurs est son voisin. Ces gens-là habitent donc sur la rue Mont-Royal, tout près de Papineau. Donc vous voyez qu'on a voilà, une espèce de constellation d'immigrants libanais et c'est ça qui est beau dans cette histoire-là, qui vont donner naissance à un des théâtres qui est le plus important ou des plus importants dans l'histoire du début du siècle à Montréal. Le théâtre Alexandra, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, est lui aussi propriétaire d'un autre Libanais qui s'appelait Taban dans ce sens-là et qui est associé à une famille qui a eu plusieurs cinémas à Montréal. Alors, je vous montre pour le plaisir rapidement des images, toujours agréables, de différents acteurs qui ont joué. Celui que vous voyez à droite, Palmieri, c'est quelqu'un de très, très important à l'époque. C'est vraiment un des pionniers de la scène au Québec, à Montréal, et qui va se retrouver au Chanteclair. Il va en être le régisseur pendant une dizaine d'années. Donc, il en parle dans ses mémoires, c'est intéressant. Je vais sauter certaines choses sur tout ça. Mais ça nous montre, et c'est vrai pour d'autres, que le Chanteclair, une de ses caractéristiques, c'est que le Chanteclair va attirer assez rapidement les grands noms de l'époque. Alors, des noms qui nous disent plus rien aujourd'hui, Léon Petitjean, des gens qui ont été des pionniers au tout début, 10 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, et qui, les uns après les autres, vont rejoindre le Chanteclair. Donc, je vous montre d'autres images. Celle-ci, c'est de Gauvreau, c'était une troupe qu'on va retrouver très tôt au Chanteclair, en 1913, et d'autres acteurs, d'autres photos, donc, qui ont appartenu à cette époque, et vous retrouvez, vous la reconnaissez peut-être à nouveau, Juliette Béliveau, Dubuisson, qui était une chanteuse de l'autre côté, et qui sont des acteurs parmi d'autres qui vont jouer donc dans ce théâtre-là. Donc, vous voyez ici 1914, je vous parlais donc d'une compétition. Vous avez ces deux théâtres qui sont face à face. Vous avez sur cette publicité, vous le voyez bien, Chanteclair, de l'autre côté, le Bellevue, tous les deux qui se font concurrence. Donc, le Chanteclair va présenter toutes sortes de choses, du théâtre, de la chanson, bien sûr. On va retrouver ça dans les magazines qui publient les partitions. Donc, on va retrouver les chansons qui ont été chantées au Chanteclair. On va y présenter donc un genre en particulier qui va faire un peu la marque du Chanteclair pendant plusieurs années, et c'est le mélodrame. J'ai choisi celui-là à cause de son titre, La Bête féroce. On est toujours dans des histoires, c'est souvent présenté comme des drames sensationnels, on utilise toutes sortes d'épithètes. Mais c'est un genre de théâtre qui plaît énormément à l'époque et qui devient un petit peu la marque du Chanteclair. Et ce que vous voyez au bas, c'est la petite flèche que j'ai mise, ben vous voyez qu'on continue
le dimanche à présenter des vues animées. Donc, éventuellement, à la période de questions, je pourrais rentrer dans ce détail-là, mais pourquoi le dimanche? Il y a des lois à Montréal très sévères et les cinémas russes avec la loi et estiment que les lois qui s'appliquent aux salles de spectacle et au théâtre ne s'appliquent pas aux vues animées. Et ça va donner lieu à plusieurs procès, bien sûr. Mais voilà, c'est assez courant à l'époque. Remarquez aussi qu'on annonce les différents tableaux. C'est une façon assez courante et amusante de faire. On annonce pour un spectacle les différents tableaux, la mort de l'innocent, le pauvre abandonné, le plus grand des crimes, la bête aux abois, l'hallucination, des larmes, du rire, des émotions. Enfin, voilà. Vous voyez qu'on n'hésite pas à se faire concurrence. Ça m'a amusé. Un terme qu'on n'utilise plus maintenant au Chanteclair, on présente la Mulatresse en même temps qu'au Théâtre Féminin, on présente aussi le même spectacle. On joue du coude, autrement dit, et pour le plaisir, je vous montre quelques programmes avant de passer au dernier chapitre, si je peux dire, de cette histoire. Donc, vous voyez, sur ce programme-là, c'est amusant. Essayez de trouver le titre de la pièce. C'est assez difficile et tout le programme est conçu de cette manière-là. C'est de la publicité à pleine page et il faut vraiment se forcer quand on les lit pour retrouver où était. Voici un autre exemple, hein. Ici, donc, on retrouve le spectacle, l'éventail au centre, et puis vous avez autour la publicité des différents commerces. Et cette dame que vous voyez, j'en peux plus de la voir parce qu'elle est partout, celle dont on voit la photo, elle est partout pendant des années dans tous les programmes. Et là, j'ai besoin de prendre une pause. 1924. Donc là, je vous fais grâce des détails, mais le Chanteclair va passer d'un propriétaire à l'autre. Les Farauds vont quitter. Le théâtre va être repris ou maintenu par d'autres Libanais. Faraud va revenir. Il y a toute une période pendant laquelle on voit que il y a une forme donc d'oscillation. Faraud, en fait, quitte Montréal. Il va essayer d'ouvrir des cinémas à l'extérieur de Montréal. Ça ne fonctionnera pas, il reviendra, on va le retrouver au Chanteclair. Un petit détail, vous voyez le coq, moi ça m'a pris beaucoup de temps et j'aime les détails, je parle des heures à regarder ces images-là. Je ne sais pas si vous voyez le coq que j'ai grossi à droite, le petit détail, c'est la partie ludique de la présentation. Qu'est-ce que vous voyez sur sa tête? C'est en 1924, parce que ce coq-là n'apparaît pas dès le départ. C'est le coq que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le costume. On voit le visage en dessous du bec. C'est le costume que je vous ai montré tout à l'heure et qui sert maintenant pour la publicité du Chanteclair. Mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'on voit cette image-là apparaître dans les documents. Voilà, donc d'autres spectacles qui ont été présentés. Alors, je mentionne est-ce que c'est tout? Je ne rentrerai pas dans les détails, les autres, je vais simplement les mentionner. Vous voyez qu'on est dans une période 1912, c'est ce que je voulais vous montrer d'effervescence, et c'est vrai pour cette région du plateau, mais c'est vrai aussi pour d'autres quartiers. Ici, on annonce en 1913, sur Papineau, la construction de 2 théâtres, le Jovial qui va devenir le cinéma Dominion, qui deviendra le théâtre des variétés beaucoup plus tard. Et juste en face, encore là, pas celui-ci, pardon, pas en face, mais un peu plus loin, voilà, sur Laurier, près d'avenue du Parc, un autre cinéma, le Mont-Royal, qui va être un cinéma anglophone. Donc, c'est très frappant de voir, encore 2 autres exemples. Ici, on est en 1915, je reviens, on continue un petit peu, 2 autres théâtres sur Saint-Denis, le Rex, qui va être le futur théâtre d'aujourd'hui, le Domino, dont j'ai peu de choses à vous dire, mais qui était sur Mont-Royal. Est-ce qu'il y a un lien avec les scopes qu'on a vu tout à l'heure? J'en sais rien. Donc, ce qui est très frappant de voir, encore une fois, c'est cette animation sur le plateau, bien au-delà du Chanteclair. Et ça, ce sont d'autres cinémas, donc un peu plus loin, le Belmont, je vais vite, qui sont des magnifiques salles qui ont été ouvertes ici et là. Donc, je vais avancer vers la fin ou les derniers éléments que je voulais vous présenter. Alors, ce qui est remarquable, et c'est ce que j'ai tenté de faire ressortir ici, on est dans les années 20 et la situation des salles de spectacle, non seulement sur le plateau à Montréal, elle est assez claire. Je ne serai pas en mesure de vous montrer, c'est ce que j'avais prévu, les pages d'un journal à l'époque. On est au milieu des années 20. Vous avez le Chanteclair qui présente le grand sacrifice, probablement un mélodrame. Et si vous regardez le détail des autres salles,
essentiellement, vous avez des vues animées. Et même au bas, Dominion Park, ça peut sembler le titre d'un spectacle de théâtre, ce n'est pas le cas. Donc, on a à peu près, il y a le Saint-Denis peut-être qui présente du théâtre, mais on voit qu'il y a une présence massive. Et quand on regarde les journaux de l'époque, c'est très frappant. À pleine page, sur 3-4 pages dans la presse du samedi, ce que vous avez annoncé, ce sont des cinémas qui, même sur le plateau, pour la plupart, il y a des exceptions, le passe-temps, mais pour la plupart, présentent des films en anglais. C'est très troublant de voir qu'au coin de Mont-Royal et Saint-Denis, le théâtre Alexandra présente des films en anglais. Voilà, donc il va y avoir toutes sortes de tentatives qui vont être faites pour résister donc au cinéma anglophone. Et donc, l'une de ces tentatives, c'est le rachat au Chanteclair par Alex Silvio, qui lui est un promoteur un petit peu plus axé sur justement l'Amérique, les spectacles à grand déploiement. Donc, il va essayer d'insuffler au Chanteclair une façon de faire différente. Donc, vous avez ici 3 théâtres qui appartenaient à ce moment-là à Alex Silvio, le Canadien français, le Chanteclair au centre et le Théâtre national que vous connaissez. Je vais aller vers un spectacle en particulier, celui-ci. Donc, on a toujours cette présentation par Alex Silvio. Hein, donc, on est dans les années 20, au milieu des années 20. Donc, on a les 3 théâtres qui dirigent. On a au bas le Chanteclair et on a un spectacle créé par Fred Barry, dont on va parler un petit peu parce que c'est un personnage tellement important dans l'histoire, dans le dernier chapitre donc, de cette histoire que je voulais vous raconter. Donc, ce que vous voyez au bas, c'est une création de Fred Barry. Alors, il faut que les théâtres fonctionnent, il faut faire rentrer les gens et on n'hésite pas à faire usage de tous les moyens. Et le spectacle, en fait, monté et imaginé par Fred Barry, la fille du chic, comme il dit lui-même, parce que je l'ai écouté en entrevue, la fille du chic ou du chèque, je ne sais pas très bien comment prononcer. En fait, c'est inspiré d'un film dont vous avez déjà peut-être entendu parler, c'est Rudolph Valentino, c'est la mode, c'est la vogue des films de Valentino. Dans ce décor sur lequel on insiste beaucoup dans les publicités. Vous verrez dans ce spectacle des décors, vous serez projeté dans un monde arabe et Bella Ouellet, qui est une grande actrice qui joue à l'époque donc au Chanteclair, interprète des rôles, j'oublie son nom, mais voilà, on l'imagine costumé. Il faut imaginer vraiment, on nous promet des décors, des tableaux en fait, 5 tableaux qui ont été peints spécialement par l'occasion, voilà. Ça, c'est l'équivalent de Valentino, Rudolph Valentino, mais à la sauce québécoise, Charles Gontier, il a la chevelure en tout cas. Pour le reste, je ne saurais pas vous dire. Et ça, c'est Fred Barry qu'on annonce à l'époque, donc à l'occasion de ce spectacle-là. Donc voilà, on va faire toutes sortes de tentatives, on va s'essayer sur les revues. Moi, j'aime beaucoup le titre de celle-là, Tout le monde jazz binette, ou encore la revue Ouf, ça chauffe. C'est un genre qui est très prisé par les Québécois. Il y aurait toute une présentation à faire sur ces fameuses revues, ne serait-ce que le titre, ça me zigaille, oh, ça pique, ben voyons donc, envoyez encore. Il y a quelque chose donc de très accessible, très corporel aussi. Ça fait souvent référence donc au corps chauffé, refroidi, bousculé. C'est très intéressant. C'est un commentaire que je fais. Je ne crois pas qu'on retrouve autant d'inventivité dans les titres avant Jean-Claude Germain. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, les textes de Jean-Claude Germain, ou même la période dans les années 70, je trouve qu'on était très créatifs, au lieu de dire la soirée du hockey, la soirée du foquet, des choses comme ça. Jean-Claude Germain l'a fait lui aussi beaucoup. Et voilà, moi, ça me fait penser à cette période-là qui va par la suite disparaître. Alors, ça, c'est un peu la fin du Chanteclair sous ce nom. Dernier chapitre, je vous parle brièvement, je suis arrivé probablement à peu près à la fin de mon temps, au Stella. Donc, le Stella, c'est le nom que va prendre la salle à partir donc, de 1929-1930, 1929, fin 1929. C'est le nom qu'on va dorénavant donner à cette salle. On a un nouveau propriétaire, Alfredo Perino, qui est soi-disant comte de Bojano. Je ne sais pas si c'est un titre qui s'est inventé. C'est un personnage intéressant. Je vous signale seulement qu'avant l'ouverture du Stella, ou avant
le baptême, donc le changement de nom, Perrineau donne une entrevue à un journal dans lequel il parle des commandements fascistes. Donc, Perrineau fait partie de ces gens très proches du consulat qui étaient fascistes. Il exhibe son passeport fasciste dans lequel on recommande, c'est signé par Mussolini, dans lequel on recommande de respecter les règles des pays dans lesquels on se trouve, donc ici le Canada. Et Perrineau, je le signale parce que Perrineau, c'est un personnage qui me semble intéressant. Est-ce qu'il était docteur vraiment? J'en sais rien. On l'appelait le docteur Perrineau. Mais Perrineau va aussi se faire remarquer par une contribution à l'érection d'un monument aux patriotes. C'est quelqu'un donc, qui est engagé dans la cause, même francophone, parce que ce théâtre Stellan va avoir des difficultés, va connaître d'abord beaucoup de succès, donc va y aménager une troupe qu'on appelle la troupe Barry Duquesne. Donc Duquesne, c'est un autre acteur, c'est Albert Duquesne. Donc ils sont nombreux, ils sont avec leurs collaboratrices qui sont elles-mêmes directrices, Bella Willett que j'ai nommée, Jeanne Demont. Il y a quelque chose de très moderne. Stellan, à l'époque, va avoir comme directrice à un certain moment Antoinette Giroux. Un peu avant ça, Barry, avec donc, ses collaborateurs et collaboratrices, a mis sur pied une troupe qui est la troupe Bella de Mons. Le théâtre va être dirigé, on voit dans certaines publicités, par Bella Ouellette. Et plus tard, donc vous voyez, là, il y a une belle filiation plus tard au Rideau Vert, mais qui fonde le Rideau Vert et le dirigera, ben, encore une fois, deux femmes que vous connaissez, Yvette Brindamour et Palomino. Donc, c'est peut-être le théâtre, je serais tenté de dire, sans avoir fait la vérification systématique, mais je serais tenté de dire que sur ce plan-là, c'est un théâtre assez avant-gardiste. C'est peut-être le premier qui ait compté autant de femmes directrices. Elles n'ont pas toutes connu un grand succès. Sous la direction d'Antoinette Giroux, c'est la fin du Stellan. Donc, cette période du Stellan, elle dure à peu près 5 ans, 1930-1935. On va y tenter toutes sortes de choses. Au début, ça fonctionne bien, mais les chiffres montrent bien que assez rapidement, à partir de 1932-33, j'ai consulté la comptabilité de Fred Barry. On a des journées à 2 représentations où on a de la difficulté à réunir 40 personnes. Et ça s'explique, entre autres, bien sûr, par le cinéma, bien sûr, mais par la radio aussi. Donc, le cinéma parlant est arrivé en 1929, par la radio qui est arrivé en 1922. Fred Barry est un petit peu peut-être l'artisan de son malheur parce que lui-même va être un des premiers artisans de théâtre à la radio. Il y a une émission qui s'appelait La demi-heure théâtrale Lambert, c'est les Sirop Lambert, qui vont présenter pendant plusieurs années des pièces en un acte, toujours avec la troupe, les comédiens associés à la troupe Barry Duquesne. Et ça va avoir un énorme succès. Lambert le dit ouvertement dans les médias, je vends beaucoup de sirop depuis que je présente du théâtre. Alors, on va continuer, on va offrir d'autres saisons. Donc, c'est un peu paradoxal parce que finalement, le théâtre est peut-être, la radio est peut-être une des causes qui va conduire donc à la mort ou à la disparition du Stellan. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps pour vous parler d'un dernier spectacle? Oui, à peu près, je regarde mon patron ici. Si je ne vous ai pas épuisé, moi j'ai l'habitude de donner des cours de 3 heures. Vous imaginez les pauvres étudiants qui doivent m'écouter parfois pendant 3 heures, mais en général, je le fais en marchant, c'est un peu plus dynamique, puis je les interpelle. Je n'ai pas osé le faire avec vous aujourd'hui. J'allais oublier de vous montrer cette image. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on la voit. Moi, je l'ai trouvée en grattant dans des fonds d'archives de la ville de Montréal, dans des fonds qui n'ont rien à voir avec le théâtre, mais qui ont rapport avec la réparation des rues et l'installation des câbles. Et moi, c'est la seule photographie du Stellan que j'ai vue. Peut-être qu'elle a déjà été produite ailleurs, je ne veux pas m'avancer. Je vais vous faire un zoom. Donc, on est bien sûr sur Saint-Denis. Et vous voyez l'étoile en haut. Pourquoi Stellan? Pas à cause de l'étoile en tant que telle, mais probablement parce que la femme du propriétaire, le docteur Perrineau, s'appelait Stellan. C'est probablement la meilleure explication. Et vous avez le théâtre de plus près. Alors, moi, ça conforte un peu l'hypothèse que je vous soumettais tout à l'heure. Le Chanteclair n'a pas été construit comme un théâtre. Je vous ai montré quelques images rapidement tout à l'heure du Jovial. Ce sont des beaux théâtres avec des façades remarquables. Et si on regarde cette façade, on peut même apercevoir des balcons au-dessus.
On voit bien que l'édifice n'a pas véritablement, à l'origine, été conçu pour être un théâtre. Et une autre chose qui le montre, j'ai sauté ça hein, parce que le temps filait, mais Farhoud a eu de la difficulté au départ parce qu'il présentait des spectacles qu'on appelait de vaudeville, mais en fait c'était des spectacles de théâtre, et on l'a forcé à fermer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le permis pour tenir un théâtre qu'on appelle de première classe. Les théâtres de première classe sont des théâtres dans lesquels on a les sorties de secours, on a tout ce qu'il faut pour les incendies. Et on était moins exigeant pour les salles de vue animée. Et ça nous dit bien encore là que ce théâtre-là, à l'origine, n'est pas prévu comme véritable théâtre, ce qu'il va devenir. Et c'est la beauté de la chose, je dirais, parce que ce qu'on peut retenir là-dessus, c'est que euh, la plupart de ses concurrents vont abandonner la partie du théâtre. La plupart vont soit fermer, soit se convertir au cinéma. Et le Chanteclair, ce qui fait sa marque et son originalité, c'est que c'est le dernier des Mohicans, c'est celui qui tient le phare et qui, jusqu'au moins en 1935, va persévérer et va réunir dans les années 30 les meilleures têtes de l'époque, que ce soit du côté des acteurs ou que ce soit du côté des metteurs en scène. C'est un peu différent du concept d'aujourd'hui, mais des régisseurs, des techniciens et des animateurs, des hommes et des femmes de théâtre. Voilà, je veux terminer là-dessus. C'est le dernier grand, et c'est un peu le baroud d'honneur du théâtre stellan. C'est un spectacle très intéressant. Bon, j'en parle, je ne l'ai pas vu. Mais on fait souvent ça. Jean de chez nous. C'est un spectacle qui a été écrit par Henri Despglin, qui est un Français. Henri Despglin, donc, qui va se marier à Mimi Desté, qui est une donc, actrice de la troupe dont on parle depuis tout à l'heure, Barry Duquesne, et qui plus tard va être avec Janine Suto. C'est quelqu'un qui va se faire connaître beaucoup par ses émissions à la radio. Et là, il écrit une pièce de théâtre. C'est la dernière qui est présentée, la dernière véritable pièce qui est présentée donc au Stellan, Jean de chez nous. Vous avez ici, donc, vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Et l'histoire est très intéressante. Et je vous promets, on arrête là. Après, je vous laisse la parole. On est dans l'après-crise. Hein, c'est une autre des raisons pour lesquelles les théâtres ont de la difficulté à remplir leurs coffres. On est dans l'après-crise 1929. Et il y a à ce moment-là un mouvement de retour à la terre. Et vous avez même un ministre de la colonisation qui va patronner la création de cette pièce-là. Et qu'est-ce que raconte cette pièce donc d'Henri Despglin? Elle raconte l'histoire d'une famille qui doit quitter Montréal et retourner en Abitibi et d'un fils ingrat. Et ça m'a beaucoup fait sourire. Donc, je n'ai pas sous la main, malheureusement. Je pense que je ne l'ai pas apporté. Mais je vais vous le résumer. Ça raconte un père qui a mis toutes ses économies dans les études à l'université de son fils, mais son fils est un ingrat et son fils refuse de retourner à la terre et d'aller labourer avec lui en Abitibi. Et les propos tenus dans les résumés sont assez frappants, les propos à l'égard de l'université, de l'instruction, qui finalement ne servent pas à grand-chose. Et vaudrait mieux donc dans cette période retourner comme beaucoup d'autres l'ont fait, retourner à la terre. Vous avez ici une photo des comédiens en répétition. On est à l'arrière du Stellan. Et ici, donc, juste peut-être rapidement, donc vous reconnaissez peut-être à droite, là, le personnage qui est complètement à droite, c'est Fred Barry, Ovida Légaré que vous avez dans le fond. Et pour nommer les principaux, puis Albert Duquesne, Mimi Desté qui est à côté aussi ici, là, de Fred Barry. Alors, cette pièce-là, son destin est vraiment intéressant. Ça s'intitule Jean de chez nous. 2 ans après, il y a à peu près plus de théâtre à Montréal. Oui, il y a des présentations ici et là de manière épisodique, mais il n'y a plus vraiment de théâtre qui se consacre au théâtre francophone. Le Stellan a fermé ses portes. Et qu'est-ce que Barry Duquesne font? Ben, ils vont, jamais à court de projet, ils vont organiser la première tournée d'une pièce de théâtre, une troupe de théâtre, donc en France, en renommant le spectacle qui va s'appeler Vers la terre canadienne.
Et donc, c'est aussi très riche, je trouve, d'enseignement, de dire, voilà, pratiquement, enfin, il se fait très peu ou presque plus de théâtre en français, mais nos artistes ici abandonnent pas la partie et s'en vont là où peut-être il y a des spectateurs en France, en Belgique, en Suisse aussi, si je me souviens bien, présenter ce spectacle donc, qui s'appelle la Terre canadienne. Voilà, et ben, après, vous le savez peut-être, ce Stellan va devenir un cinéma pendant 25 ans jusqu'à ce qu'il soit repris par le Rideau Vert. Donc, il va en faire sa demeure à partir de 1960. Et la photo, je termine là-dessus, la photo que vous voyez là, ben, c'est donc Yvette Brindamour dans toute sa splendeur qui pose pour un reportage à l'époque dans les coulisses de l'ancien théâtre Stellan qui va être rénové maintes et maintes fois et qui va finir par donner, je ne retournerai pas parce que techniquement je vais avoir l'activité, mais par donner le Rideau Vert que vous connaissez aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai un peu cavalé, mais j'espère que ça vous donne, et c'était mon objectif, un petit peu une idée, et c'était ça ma préoccupation, hein, je vous disais, le contexte dans lequel est-ce que ce Chanteclair, si important pour notre histoire du théâtre, est apparu. Il n'est pas tout seul, il est entouré d'autres théâtres, mais c'est le seul qui remporte la bataille et va tenir le fort au moins jusqu'en 1935. Voilà, ben, je vous remercie, puis on peut discuter maintenant.